la majorité des hommes politiques et même des officiers d'ailleurs disent on ne peut pas exterminer, on ne veut pas exterminer les populations, par contre on lui porte des coups sévères. Alors les coups sévères c'est quoi? C'est toutes les choses qui ont été déjà décrites mais qui sont absolument terribles pour les populations qui l'ont subi. Les plus importantes quantitativement, c'est ce qu'on appelait les razzias. La razzia, c'est l'arrivée d'une colonne française sur un village, soit parce que le village a résisté, envoyé quelques francs-tireurs donner des coups de feu, soit tout simplement parce que la colonne en question a besoin de vivre, au pluriel, donc du blé et du bétail. Et donc une colonne qui arrive dans un village, elle fait une razzia, c'est-à-dire qu'elle prend tout. Le principe, c'est de ne rien laisser aux indigènes, comme on disait, aux autochtones, comme on disait à l'époque. Ne rien laisser, et éventuellement, bien sûr, s'il y a des protestations ou s'il y a des gestes de résistance, eh bien de tuer les gens qui ont protesté ou qui ont résisté. Cette pratique va être généralisée, c'est-à-dire que partout l'armée française, partout les colonnes françaises vont passer, elles vont prendre le blé et le bétail et laisser les gens dans un état de famine. Il n'y a pas d'autre... ils pouvaient plus, ils n'avaient pas la possibilité d'attendre une récolte supplémentaire à venir, donc il va y avoir des véritables famines et je vous donnerai des chiffres globaux à la fin. Donc les razzias. Un autre, je suis désolé, c'est la partie du livre que j'ai eu le plus de mal à écrire parce que vraiment j'aime pas être sanguinolent, mais c'est les choses qui figurent dans les archives et je dirais après. Je parlerai après des sources. Les décapitations. Les décapitations étaient un phénomène généralisé. Les décapitations, c'était une méthode d'abord de porter la terreur contre les populations qui avaient la famine de résister, mais également, excusez-moi, d'une comptabilité macabre. C'est-à-dire que les officiers demandaient à ce que... C'est bon. Allô. Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Merci à vous, Alain Ruscio, qui avez accepté notre invitation pour la 3e fois. Votre présence ce soir me rappelle notre première entrevue il y a plus de 25 ans. J'ai tout d'abord senti votre réticence pour venir au CML à Toulon. Puis j'en ai compris le bien fondé, la mairie de Toulon étant dirigée par le Front National. Je vous avais dit alors quelle était l'origine du CML et quel était son but. Vous avez accepté aussitôt de venir y faire une conférence. C'est une anecdote, mais ce n'est pas la seule. Votre intervention avait traité de la mixité dans les mariages entre Français et ce que nous appelions alors les autochtones. Dans un amphithéâtre 500 copieusement garni, une dame que nous n'avions jamais vue et que nous ne reverrions jamais s'est installée au premier rang et a voulu exprimer son désaccord en tricotant de la première à la dernière minute sans jamais lever les yeux vers l'estrade. Mais trêve d'anecdote, Alain Ruscio, vous êtes docteur en histoire et vous avez consacré l'essentiel de vos recherches à l'histoire coloniale. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont voici quelques titres récents. L'interminable histoire de l'OS en 2015, Les communistes et l'Algérie, des origines à la guerre d'indépendance en 2019. Votre dernier ouvrage, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance de 1830 à 1852. Le CML vous remercie encore d'avoir accepté de venir à Toulon, car nous n'ignorons pas que vous êtes très sollicité. Alain Ruscio signera des exemplaires de son livre après la conférence. Vous avez la parole. Merci, monsieur Larue. Plus près. Est-ce que le son vous convient? Oui, ça va. Merci. Écoutez, c'est toujours avec un petit peu d'émotion, évidemment, que j'interviens à Toulon. Mettez-vous face au...
Merci de cette invitation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis évidemment toujours un peu ému de revenir à Toulon et d'une façon générale de présenter mes travaux, donc d'une façon générale. La première chose que je voulais vous dire, pour ceux qui auraient eu la curiosité et la gentillesse de regarder un peu ma bibliographie, vous pourriez peut-être être surpris de constater que tous mes précédents travaux portaient essentiellement sur le XXe siècle, avec une question centrale qui est l'analyse du colonialisme et des mouvements d'opinion, donc des partisans du colonialisme et des adversaires du colonialisme, qui ont été en permanence minoritaires d'ailleurs. Pourquoi avoir fait ce voyage sur les terres du 19e siècle? Tout simplement parce qu'à un certain moment, je me suis vraiment interrogé sur les racines. Alors, je l'avais fait un petit peu pour l'Indochine, j'avais travaillé un peu sur ce qu'on appelait naguère la conquête du Tonkin, mais pour l'Algérie, une idée qui m'a paru vraiment fausse et que j'ai essayé de déconstruire par mes travaux, c'était l'idée que finalement la guerre d'Indochine, donc la guerre d'Algérie, la seconde, donc 54-62, avait été un peu comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel auparavant serein. Et le 1er novembre 54, donc le jour de l'insurrection, du début de l'insurrection, aurait pu apparaître à certains, ou peut apparaître encore à certains, comme finalement la fin d'une Algérie heureuse. C'est une expression que l'on entend et qu'on lit souvent. Or, évidemment, j'avais déjà commencé à remonter le temps, les tragiques événements du... Bon, on va dire que c'est un tour d'essai, ça va bien comme ça. Beaucoup mieux. Merci de cette invitation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis évidemment toujours un peu ému de revenir à Toulon et d'une façon générale de présenter mes travaux, donc d'une façon générale. La première chose que je voulais vous dire, pour ceux qui auraient eu la curiosité et la gentillesse de regarder un peu ma bibliographie, vous pourriez peut-être être surpris de constater que tous mes précédents travaux portaient essentiellement sur le XXe siècle, avec une question centrale qui est l'analyse du colonialisme et des mouvements d'opinion, donc des partisans du colonialisme et des adversaires du colonialisme, qui ont été en permanence minoritaires d'ailleurs. Pourquoi avoir fait ce voyage sur les terres du 19e siècle? Tout simplement parce qu'à un certain moment, je me suis vraiment interrogé sur les racines. Alors, je l'avais fait un petit peu pour l'Indochine, j'avais travaillé un peu sur ce qu'on appelait naguère la conquête du Tonkin, mais pour l'Algérie, une idée qui m'a paru vraiment fausse et que j'ai essayé de déconstruire par mes travaux, c'était l'idée que finalement la guerre d'Indochine, donc la guerre d'Algérie, la seconde, donc 54-62, avait été un peu comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel auparavant serein. Et le 1er novembre 54, donc le jour de l'insurrection, du début de l'insurrection, aurait pu apparaître à certains, ou peut apparaître encore à certains, comme finalement la fin d'une Algérie heureuse. C'est une expression que l'on entend et qu'on lit souvent. Or, évidemment, j'avais déjà commencé à remonter le temps, les tragiques événements du Constantinois du printemps 45, la naissance du mouvement national algérien à travers la personnalité de Messa Hadj, donc la fondation de l'Étoile nord-africaine en 1926, mais il fallait encore continuer à remonter le temps, et donc je me suis attaqué à ce 19e siècle, et donc à ce que j'ai appelé très vite, et ce que mon éditeur a accepté tout de suite comme titre, la première guerre d'Algérie. Parce que ça a été, c'est la démonstration que je vais essayer de vous faire et que j'ai faite en 700 pages, donc je vais vous faire le cadeau de résumer 700 pages, mais ne vous dispensez pas d'aller dans l'ouvrage pour ensuite, le cas échéant, me contredire.
Alors, la première chose que j'ai pas découverte, mais que j'ai exposée, c'est le fait qu'avant même 1830, c'est-à-dire le début de la conquête de l'Algérie, avant même cela, il y avait déjà des visées françaises sur la côte, pas seulement sur l'Algérie, mais sur la côte septentrionale de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que la Méditerranée était un lac qui était infesté par la piraterie barbaresque, c'est le mot qui a été employé à l'époque, et que cette piraterie barbaresque devait être mise à la raison. Donc il y a eu beaucoup de tentatives. La première que l'on peut citer, c'est sur les ordres du roi Soleil, de Louis XIV, l'amiral Duquesne, qui est allé devant Alger et qui a bombardé, je vais vérifier la date, 1683. Donc dès le XVIIe siècle, il y a eu des velléités. Alors il ne s'agissait pas de conquête, que l'on soit bien d'accord, il s'agissait véritablement de punir la ville d'Alger par une destruction qui a été absolument abominable. Citation de quelqu'un que vous connaissez dans un de ses sermons, Bossuet. Donc Bossuet disait en 1784, l'année d'après, « Tu céderas ou tu tomberas sous ce vainqueur Louis XIV, Alger, riche des dépouilles de la chrétienté. » Donc, vous voyez la notion, en quelque sorte, alors je ne veux pas faire d'anachronisme, il ne s'agissait pas du choc de civilisation, mais il s'agissait quand même déjà non seulement de mettre fin à cette piraterie barbaresque, et j'en dirai un mot après pour expliquer exactement quelle était sa nature, mais également pour, en quelque sorte, déjà envisager que la chrétienté, qui était par définition dans l'esprit des gens de ce temps, qui était par définition la religion supérieure, la seule religion imaginable. Et donc au fil des années, au fil des siècles ou des décennies, comme vous voulez, il y a eu plusieurs visées, entre autres, par exemple, Bonaparte. C'est une chose qui est peu connue et que moi, en ce qui me concerne, j'ai pas complètement découverte, mais que j'ai vraiment regardé de près. Napoléon Bonaparte a eu des visées très très fortes sur l'Algérie, enfin sur la régence d'Alger, je dirais après à quoi correspond cette expression, sur la régence d'Alger, tout simplement également pour punir les barbaresques. Et donc il y a eu des plans qui ont été... il a envoyé même un espion sur la terre, enfin dans la ville d'Alger, qui s'appelait Boutin, qui était un sous-officier, le sergent Boutin, qui a ramené des plans, et parmi ces plans, il y avait la plage de Sidi Ferruche, que les Algériens appellent Sidi Fredj, hein, donc c'est là que finalement que le débarquement aura lieu. Donc vous voyez Bonaparte, donc c'est vraiment quelque chose qui était vraiment présent dans l'esprit des contemporains, enfin des gens du 19e siècle. Alors évidemment, Bonaparte finalement a renoncé à l'Algérie parce que, comme vous le savez, il avait des visées européennes qui, à ses yeux, étaient bien plus importantes et donc finalement il a renoncé. Mais en tout cas, c'était marqué déjà dans les esprits, avec la complicité de Talleyrand, par exemple. Je vais être obligé de temps en temps de... je suis filmé en plus. C'est de l'eau. Alors, quelle était la cible finalement de toutes ces interventions? C'est ce qu'on appelait la régence d'Alger. La régence d'Alger, c'est une chose que vous connaissez sans aucun doute. À l'époque, l'Empire ottoman dominait la quasi-totalité du bassin méditerranéen. C'est-à-dire que de Constantinople à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, parce que le Maroc n'a jamais été à l'intérieur de l'Empire ottoman, jusqu'à la frontière donc, entre le Maroc et l'Algérie, une frontière qui était floue à l'époque, bien sûr, c'était une domination ottomane. C'est-à-dire qu'il y avait une administration turque, des gens qui avaient la fonction soit de dominer la totalité de la société, soit tout simplement d'avoir une présence essentiellement fiscale. Et donc, à l'époque, l'Algérie, parce qu'il va devenir l'Algérie, avait à peu près 4 millions d'habitants. Et il y avait 15 000 fonctionnaires turcs. Vous voyez que c'est très peu. Donc il n'y avait pas de colons turcs, il n'y avait que des fonctionnaires, des militaires pour assurer la sécurité des villes et des axes, et puis surtout une administration fiscale qui récoltait l'argent, et cet argent allait vers Constantinople. Ce qui explique donc
cette domination relativement mince, relativement superficielle, peut expliquer ensuite l'Empire ottoman n'a pas été en capacité de combattre la présence française. Donc il y avait donc des hauts fonctionnaires. Alors les termes sont relativement connus. Celui qui avait une fonction qu'on peut assimiler à gouverneur général s'appelait le Dey, D-E-Y, le Dey d'Alger. Et il y avait dans les grandes villes, à Oran, déjà à Constantine, il y avait un Bey, B-E-Y, qui était appelons-le sous-gouverneur, si vous voulez faire une sorte de parallèle. Cet empire ottoman, qui apparaissait sur une carte de géographie immensément fort, qui dominait tout le bassin méditerranéen, en réalité, c'était déjà un petit peu un homme malade. C'est une expression qui a été ensuite utilisée pour l'Empire ottoman, qui est anachronique, mais en tout cas c'était déjà le cas un petit peu. Il y avait déjà des éléments d'affaiblissement, pour ceux d'entre vous qui ont ça en tête, la guerre d'indépendance de la Grèce par exemple. La Grèce qui évidemment n'était pas musulmane, mais qui était à l'intérieur de l'Empire ottoman. Il y a eu une guerre très très importante qui a amené une coalition entre toutes les puissances, non pas catholiques mais chrétiennes d'Europe pour combattre l'Empire ottoman. Et finalement, la Grèce a obtenu son indépendance en 1827. Donc vous voyez, 3 ans seulement avant l'attaque française. Donc cet Empire ottoman, c'était vraiment un géant en quelque sorte au pied d'argile. Alors, je parlerai plus tard des causes, mais dans un premier temps, j'élimine immédiatement ce qu'on peut appeler une justification. C'est l'histoire du coup d'éventail. C'est quelque chose, je vois des têtes qui opinent, et c'est quelque chose que peut-être les moins jeunes d'entre nous ici ont encore appris à l'école. Le coup d'éventail, c'est un tout petit événement qui a été gonflé. Tout simplement, le Dey d'Alger, je dis bien le Dey d'Alger, avait convoqué le consul de France à Alger, puisque malgré le fait que Alger, la régence soit sous domination ottomane, elle avait quand même des relations internationales. Il y avait un consul britannique, un consul américain, un consul français. Donc le consul français a fait preuve. La France avait des dettes. L'origine, c'est ça. La France avait des dettes vis-à-vis de l'Algérie et de la régence d'Alger. Et donc, le Dey a demandé le remboursement des dettes, et le consul Pierre Deval a été un petit peu effronté, semble-t-il, et le Dey lui a mis, alors certains disent un coup de chasse-mouche, d'autres disent un coup d'éventail, mais c'est la même chose. Bon, ça c'est la justification. Ça c'est la justification qui s'explique d'ailleurs par tout ce que je vous ai dit précédemment. Il y avait déjà des visées françaises sur la côte nord de l'Afrique. Donc, nous sommes là sous la Restauration, je vous rappelle, c'est Charles X qui est au pouvoir à ce moment-là. Nous sommes sous la Restauration. Et donc, c'est le gouvernement de la Restauration qui va décider de venger l'affront fait au consul, et qui va armer une flotte tout à fait considérable qui va se monter à 38 000 hommes. Une centaine de bateaux, 38 000 hommes, et ça, par contre, vous savez sans doute 1000 fois mieux que moi, cette flotte va partir d'ici, va partir de Toulon. Et donc, j'ai retrouvé des choses assez succulentes que je vais vous lire. Il y avait tellement de... Alors, en plus des 38 000 hommes, il y avait toute une pléiade de gens qui se sont agglutinés, des marchands, peut-être quelques aventuriers, les premiers colons. Et donc, d'après les sources de l'époque, il y avait donc des camps de gens qui s'apprêtaient à partir pour l'Algérie, jusqu'à Hyères, Brignoles, Auriol, Salon, Arles, Tarascon, Nîmes. Vous voyez, ça remontait très, très au nord. Et donc, il y avait tous ces gens-là qui étaient en attente de partir. Et j'ajoute juste une chose qui va vous faire également sourire, c'est que la ville de Toulon, on a profité en quelque sorte sous forme de ricochet, si vous voulez, puisque les sources de l'époque disent que la présence de la flotte, évidemment, la flotte est restée plusieurs mois avant d'apparier. La présence de la flotte a créé, je crois, 4000 emplois directs pour les Toulonnais, pour vos ancêtres. Donc, merci de ce point de vue à la flotte française.
Donc voilà, tout ça on ne comprendrait pas l'importance de la puissance de cette flotte qui donc va partir vers Alger, sans savoir qu'il y avait déjà derrière ça un projet non plus seulement de punir la ville d'Alger, mais d'intervenir et d'accaparer non pas l'Algérie, non pas tout le territoire algérien, ce projet ne figure pas en 1830, mais en tout cas d'accaparer la ville d'Alger et en quelque sorte de lui interdire de nuire. Et donc le débarquement va avoir lieu grâce au comte de Bourmont qui était donc un monarchiste, un proche de Charles X. Grâce au comte de Bourmont qui notait tout dans ses carnets, on sait que le premier soldat français qui a posé le pied sur la terre algérienne l'a fait le 14 juin 1830, donc à 4 h du matin. Donc, vous voyez, on ne peut pas être précis, mais c'est grâce aux notes de l'amiral Bourmont. Donc, donc le débarquement aura lieu donc, à Sidi-Kerruch, donc là où Boutin avait fait ses croquis, donc ces croquis qui se sont révélés extrêmement précieux. Il va y avoir une sorte d'avancée très rapide de l'armée française, 38 000 hommes contre les Arabes et les berbérophones, puisqu'il y en avait beaucoup dans l'armée, et les Turcs, l'encadrement turc, qui n'étaient absolument pas de taille. 14 juin 1830, la prise d'Alger date du 5 juillet. Donc vous voyez, on a l'impression que... D'ailleurs, ça a été écrit à l'époque. Beaucoup de contemporains ont dit, ça y est, c'est fini, on va mettre Alger hors de nuisance, et on va réussir finalement à implanter, encore une fois, pas du tout une colonisation de peuplement à ce moment-là, mais en tout cas de contrôler la ville d'Alger. Et les premiers moments vont être d'ailleurs assez destructeurs, puisqu'on a des sources qui disent que, par exemple, le vieil Alger, le cœur du vieil Alger a été détruit par l'armée française, pas par volonté de destruction systématique, mais tout simplement parce que les Français se sont retrouvés devant une ville, un urbanisme oriental qu'ils ne connaissaient pas du tout, des petites ruelles très étroites, et donc pour faire progresser l'armée, pour aller jusqu'au cœur de la ville, ils ont détruit beaucoup de choses, et parmi les choses qui ont été détruites, des mosquées. Un certain nombre de mosquées ont été détruites dès les toutes premières semaines. D'autres mosquées ont été transformées en bâtiments catholiques, en église ou même plus tard en cathédrale, et d'autres mosquées ont été utilisées également pour le repos des troupes. Il n'y avait pas de grands espaces pour que les soldats puissent dormir dans un endroit clos, donc on a utilisé les mosquées. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il va y avoir donc la volonté de commencer, pour être plus précis, de commencer de dominer l'Algérie. Citation de quelqu'un que vous connaissez, mais qui peut vous surprendre, Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, on le connaît tous sous l'image peu reluisante du bourreau de la Commune de Paris, 71. Là, c'est une citation de 1830. Donc, c'était un journaliste déjà très connu, et il a été ensuite ministre sous la monarchie de Juillet qui a succédé. Adolphe Thiers écrit la chose suivante le 10 juillet 1830, donc vous voyez, c'est 5 jours après la prise d'Alger. Alger doit être effacé comme État de la carte de l'Europe. La piraterie doit être abolie dans la race même des pirates. Une colonie française doit s'élever sur la côte d'Afrique, donc vous voyez quand même de premiers visionnaires. Toute la chrétienté est prête à reconnaître nos services, une seule puissance exceptée. La puissance, c'est l'Angleterre. Et je vais venir d'ailleurs à ce moment-là, maintenant d'ailleurs, aux causes profondes. Les causes profondes de la conquête n'ont rien à voir avec la justification. Les causes profondes sont très nombreuses. La première, puisque Adolphe Thiers vient de le citer, l'Angleterre. Regardez une carte de l'époque, l'Angleterre a plusieurs points d'appui en Méditerranée. L'Angleterre a Gibraltar déjà, Malte est une colonie anglaise à l'époque, Corfou est une colonie anglaise, et donc les Français se disent que la Méditerranée ne peut pas être seulement un lac britannique. En plus, l'hostilité réciproque franco-britannique dans le domaine colonial était terrible, presque aussi importante que dans le rugby. Bon, et donc voilà, cette première cause, c'est de dire les Français
mettons-nous à la place des Français d'avant 1830, nous avons deux grands ports sur la Méditerranée, c'est Marseille et Toulon. On n'a pas de port sur la côte septentrionale de l'Afrique, et donc nous sommes en état d'infériorité. Donc, première cause, je ne peux pas les développer toutes, mais en tout cas c'est une cause importante. La deuxième cause, c'est effectivement la volonté de grandeur. C'est lié à ce que je viens de dire, mais la volonté de grandeur. La France, c'est quelque chose qui va être très très puissant dans toute la formation de l'esprit colonial, de dire que la puissance de la France est liée forcément à sa grandeur et donc à son implantation dans le monde. On n'est pas encore, bien sûr, dans les grandes conquêtes de la Troisième République, mais déjà, ça commence à mûrir un petit peu dans l'esprit. Donc la notion de grandeur. La notion qui est très importante en histoire coloniale et qui va traverser toute l'histoire coloniale, la notion d'inégalité des races. C'est quelque chose qui est très, très profond, que moi je qualifie toujours de colonne vertébrale de l'esprit colonial, de la justification de la domination coloniale. L'inégalité des races est considérée comme une évidence par les contemporains européens de l'époque. La conquête, c'est 1830. Le premier ouvrage qui va synthétiser un petit peu cette notion, 1843, le Comte de Gobineau, de l'inégalité parmi les races humaines. Donc vous voyez, on est vraiment au moment de la conquête. 43, c'est l'époque de Bugeaud, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, deuxième cause. Troisième cause, c'est la question sociale. Beaucoup de contemporains vont penser que la conquête d'un espace nouveau va permettre d'éliminer la misère, ou plus exactement d'éloigner les miséreux, ou les misérables, comme vous voulez. C'est-à-dire que l'idée que la misère est énorme en France. Lisez les poèmes de Victor Hugo sur les caves de Lille. La mortalité infantile est galopante, elle est plus importante que celle de bien des pays du tiers-monde aujourd'hui. Donc la misère. L'idée est de dire, puisque ces gens-là, alors souvent on les culpabilise d'ailleurs, ils sont misérables parce qu'ils ne savent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas su faire d'économie, parce que les hommes vont au café, enfin, lisez Zola, par exemple, toutes ces idées-là existent déjà à l'époque. Donc, lutter contre la misère et donc exporter en quelque sorte des populations entières. Donc, c'est ça qui va justifier ensuite la colonisation humaine. Et en même temps, c'est éloigner le danger social. Les années 1830, c'est les années où réapparaît sur les barricades de Paris le drapeau rouge. C'est le moment où des révoltes des canuts lyonnais. Je pense qu'il y en a une en 31, une en 34. Vous voyez, on est vraiment dans le danger social. Donc, cette idée-là, c'est l'époque également où Marx et Engels écrivent le manifeste communiste de 1847. Donc, vous voyez, on est également en pleine période de la conquête de l'Algérie. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont, qui sont vraiment les fondements, j'espère ne rien avoir oublié. Donc, cette conquête, elle commence donc, comme je vous l'ai dit, très facilement. 3 semaines pratiquement entre le débarquement et la prise d'Alger. Il va y avoir une période, en quelque sorte, de sidération de la société algérienne. Pour une première raison, d'abord, c'est que tous les Turcs sont expulsés. Alors certains ont été tués au combat, mais tous les survivants, les Français ne les exterminent pas, ils leur disent « bon vent, repartez chez vous ». Donc ils vont même leur permettre de garder leur richesse. Le dey d'Alger va repartir avec son harem, par exemple, et repartir à Constantinople. Donc la société algérienne est en quelque sorte, toute la structure administrative qui dominait la société est éliminée. Et puis le reste de la population, ils sont un petit peu étourdis par ce qui leur arrive. Ils voient des étrangers qui arrivent, qui ne parlent pas la même langue qu'eux, qui se comportent d'une façon souvent violente. Donc il y a cette sidération. Et la sidération, il va y avoir un phénomène de regroupement des tribus, d'inquiétude des tribus algériennes qui vont se dire comment pouvoir résister. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un personnage tout à fait intéressant, que vous avez sans doute déjà deviné le nom, Abdelkader. Abdelkader a 24 ans à ce moment-là. Il est nommé par... c'est pas la démocratie populaire, c'est la démocratie élitiste. Ce sont les chefs de tribus
les chefs de tribus qui se réunissent et qui expliquent, qui disent qu'il nous faut un chef. Il nous faut quelqu'un qui soit un chef charismatique et qui unifie un petit peu les luttes des tribus. Et donc, ils vont se réunir, ils vont proposer au père d'Abdelkader, dont j'ai oublié le nom, mais ils vont lui proposer, ils vont proposer à son père de devenir, donc, parce que c'est un homme très, très pieux et très, très respecté, de devenir le chef de ces tribus. Et le chef, il va répondre qu'il est trop vieux, et effectivement, il mourra 2-3 ans plus tard. Et donc, il va proposer son fils. Abdelkader a 24 ans à l'époque. Il est Hajj, c'est-à-dire qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque, ce qui est pour la société algérienne est très importante. Il a déjà combattu sous les murs d'Oran, donc il a déjà des vertus de cavalier, et donc il est issu bien sûr des tribus les plus prestigieuses d'Algérie. Et donc cet homme très jeune va vraiment cristalliser la résistance algérienne avec, donc là on est à l'ouest de l'Algérie, hein, on est du côté de Tlemcen, Oran par exemple, Mostaganem, voilà. Mais à l'est, il va y avoir un personnage qui, lui, est complètement oublié de l'histoire, et même en Algérie, souvent, qui s'appelle Hamed. C'est le bey Hamed, c'est l'ancien bey de Constantine, qui va avoir exactement le même raisonnement, donc je ne vais pas reprendre tout ce que je viens de vous dire, le même raisonnement, avec cette particularité, c'est que ces deux résistances ne vont jamais s'unifier, ne vont jamais se réunir, parce que Abdelkader va très vite comprendre que la domination turque est terminée. La domination turque, c'est une page qui est complètement fermée, rejetée, et donc il va se présenter en quelque sorte comme l'homme qui va être en quelque sorte régénérer l'idée algérienne. Voilà, on pourra reparler après de la notion de nation si vous voulez. En tout cas, c'est vécu comme ça. Alors que le bey Hamed, donc à l'ouest de l'Algérie, va lui rester fidèle à Constantinople et va accuser Abdelkader d'être en quelque sorte un parjure en quelque sorte. Donc Abdelkader, à partir de ce moment-là, va appliquer une politique. Alors bien sûr, il a en face de lui l'armée dont je vais vous parler maintenant, l'armée française. Donc il va pas avoir la folie d'aller frontalement contre l'armée française et de combattre frontalement, mais il va appliquer la technique de la guérilla. Le mot guérilla d'ailleurs est né à l'époque, il est né pendant la conquête bonapartiste de l'Espagne. Donc le mot guérilla existe déjà. Bon, certains pensent que la notion de guerre populaire est une notion qui a été inventée par Mao Tse-tung, ou ce n'est pas le cas du tout. La guerre populaire est aussi ancienne qu'il y a des pays conquis en état d'infériorité et des pays conquérants avec des armées puissantes. Donc, que faire? D'ailleurs, Abdelkader, qui sans doute avait des lettres, à un certain moment assimilé son combat à celui du moucheron contre le lion. Il avait probablement lu La Fontaine, ou il avait sans doute fait part de cette fable de La Fontaine. Donc la guérilla, c'est quoi? C'est ne jamais accepter le combat frontal, comme je l'ai dit, harceler, essayer de tuer les gens des arrière-gardes qui se sont un petit peu aventurés, et donc réussir progressivement à affaiblir le lion jusqu'au moment où le lion sera en état d'affaiblissement total. Donc à partir de ce moment-là, la première réaction avant l'avènement d'Abdelkader, la première réaction des Français, c'est de dire qu'encore une fois, ils étaient rentrés dans une sorte d'éternité coloniale et que finalement l'Algérie serait définitivement française. Citation de je ne sais plus qui, l'Algérie est une France nouvelle, une France définitivement, une terre définitivement française. Voilà. C'est quelque chose qui naît dès les années 1830, 35, 40. Hein. Dès ce moment-là, c'est l'idée. Mais comme il y a cette résistance qui commence très sérieusement à inquiéter l'armée française et le gouvernement français, j'ai oublié de vous dire, la Restauration est tombée en fin juin 1830. Hein. Oui, j'aurais dû rappeler cet événement qui est majeur. Hein. Donc, la conquête, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ça commence le 14 juin 1830, on est sous la Restauration Charles X. Tout de suite après, fin juin,
pour ceux qui connaissent la place de la Bastille, le génie de la Bastille, fin juin, c'est ce qu'on appelait les Trois Glorieuses, la chute du règne de Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. C'est ce qu'on va appeler la monarchie de juillet, tout simplement, parce que c'est 26-27 juillet 1830, donc vous voyez, c'est tout de suite après la conquête, la prise d'Alger. Donc à partir de ce moment-là, c'est la monarchie de juillet. Donc la monarchie de juillet va se trouver en quelque sorte pourvue d'un cadeau auquel elle n'avait pas pensé, mais bien sûr elle va maintenir le principe de la domination française sur l'Algérie, et à partir de ce moment-là, devant la résistance des Algériens, des deux camps, Abdelkader et Ahmed, devant cette résistance, elle va commencer à envoyer, enfin pas commencer, elle va envoyer ses officiers les plus prestigieux. Alors, on a l'habitude de penser immédiatement à Bugeaud, qui est général, qui n'est pas maréchal à ce moment-là. On a l'habitude de penser au général Bugeaud. Mais l'armée française va être commandée sur place par des gens extrêmement expérimentés et deuxièmement extrêmement violents. Ces gens-là ont souvent... Bugeaud a commencé sa carrière militaire, alors là il était seulement sous-officier, il était à Austerlitz. Et il était à Austerlitz et il est encore... il est toujours sur son cheval dans la conquête de l'Algérie, pratiquement 35-40 ans plus tard. Mais on pense toujours à Bugeaud, mais il faut penser également à d'autres officiers qui étaient également des gens extrêmement violents, je l'ai dit, Lamoricière, Saint-Arnaud. Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre de François Maspero qui s'appelle L'honneur de Saint-Arnaud. Lamoricière, je l'ai dit, Bugeaud, je l'ai dit, le général Boyer, enfin voilà, tous ces gens-là, le général de Raymond, le général Clausel, qui avait participé à la conquête, à la lutte contre le peuple haïtien 10 ans plus tôt. Vous voyez, tous ces gens-là sont des gens très expérimentés. Et ils vont commencer à mener une guerre totale. La guerre totale, c'est un concept qui n'est pas la première guerre d'Algérie, mais qui est vraiment impliqué à l'Algérie. L'armée française va monter jusqu'à 100 000 hommes. 100 000 hommes, tout ça, ce sont les chiffres de l'époque, et dans mon bouquin, tout est référencé. 100 000 hommes, donc ça va être de véritables colonnes infernales qui vont sillonner la totalité du territoire algérien, qui vont progressivement descendre vers le sud pour, bien sûr, permettre à des colons, je parlerai des colons après, à des colons de venir s'installer sur les terres, sur les terres, et donc qui vont littéralement mener une politique de terreur. Il y a même un débat à l'intérieur du monde politique français sur le thème faut-il exterminer la population algérienne? Alors je vous dis tout de suite que les gens les partisans de l'extermination sont très minoritaires. Très minoritaires. Bon, la majorité des hommes politiques et même des officiers d'ailleurs disent on ne peut pas exterminer, on ne veut pas exterminer les populations, par contre on lui porte des coups sévères. Alors les coups sévères, c'est quoi? C'est toutes les choses qui ont été déjà décrites, mais qui sont absolument terribles pour les populations qui l'ont subi. Les plus importantes quantitativement, c'est ce qu'on appelait les razzias. La razzia, c'est l'arrivée d'une colonne française sur un village, soit parce que le village a résisté, envoyé quelques francs-tireurs donner des coups de feu, soit tout simplement parce que la colonne en question a besoin de vivre au pluriel, donc du blé et du bétail. Et donc une colonne qui arrive dans un village, elle fait une razzia, c'est-à-dire qu'elle prend tout. Le principe, c'est de ne rien laisser aux indigènes, comme on disait, aux autochtones, comme on disait à l'époque. Ne rien laisser, et éventuellement, bien sûr, s'il y a des protestations ou s'il y a des gestes de résistance, eh bien de tuer les gens qui ont protesté ou qui ont résisté. Cette pratique va être généralisée, c'est-à-dire que partout l'armée française, partout les colonnes françaises vont passer, elles vont prendre le blé et le bétail et laisser les gens dans un état de famine. Il n'y a pas d'autre... ils n'avaient pas la possibilité d'attendre une récolte supplémentaire à venir, donc il va y avoir des véritables famines, et
vous donnerai des chiffres globaux à la fin. Donc, les razzias. Un autre, je suis désolé, c'est la partie du livre que j'ai eu le plus de mal à écrire, parce que vraiment, je n'aime pas être sanguinolent, mais c'est les choses qui figurent dans les archives, et je dirais après, je parlerai après des sources. Les décapitations. Les décapitations étaient un phénomène généralisé. Les décapitations, c'était une méthode d'abord de porter la terreur contre les populations qui avaient la famine de résister, mais également les gens demandaient à ce que des têtes soient ramenées pour prouver que les ennemis avaient été tués. Bon, je pense les enfumades, c'est quelque chose qui a été dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Les enfumades, c'est un phénomène qui lui n'a pas été généralisé. Soyons toujours à être sérieux dans les choses qu'on présente. En ce qui me concerne, dans mon livre, j'ai recensé 3 enfumades, dont la plus célèbre, celle du Dara, en 1845. Alors, ce n'est pas Bugeaud, c'est le général Pélissier, mais c'est sur les ordres de Bugeaud, parce que Bugeaud était déjà en place à l'époque. Bugeaud employait une expression qui figure dans toute la littérature. Si les Algériens résistent, enfumez-les comme des renards. L'animalisation de l'indigène est une chose assez fréquente dans l'esprit colonial. Donc, c'est une tribu qui avait effectivement résisté, qui avait probablement tiré des coups de feu sur une colonne française, et le général Pélissier va les poursuivre. Et comme la population de la région du Dara connaissait évidemment par cœur sa région, elle a été se réfugier dans les grottes, et de manière à échapper, penser échapper à la répression. Et l'armée française, tout simplement, a fait brûler des fagots devant les grottes pour enfumer les gens et malheureusement pour les griller vifs. C'est une chose qui a été référencée. Je parlerai après du débat à l'intérieur. Donc, la guillotine, l'utilisation de la guillotine. Si vous avez dans votre bibliothèque les choses vues de Victor Hugo, Victor Hugo avait, en dehors de son œuvre foisonnante, il prenait des notes régulièrement qui ont été publiées à titre posthume. Et donc, c'était des choses des réflexions qu'il avait, y compris des choses un peu personnelles, d'ailleurs, sur ses amours clandestines. Enfin, je ne ferai pas de conférence là-dessus. Donc, Victor Hugo, en tout cas, note une chose, en 1843, il écrit sur les quais d'Alger, arrivent des caisses, on commence à se demander à quoi servent toutes ces caisses qui sont bien emballées, etc. Et on ouvre la première caisse et les morceaux de bois, la deuxième caisse et les morceaux de bois, et c'est seulement au moment où on ouvre la dernière caisse qu'on comprend, c'est la lame de la guillotine. Et Victor Hugo écrit mot à mot, c'est la civilisation qui arrivait sous forme de guillotine. Et il y avait des esprits lucides après. Alors, donc, Bugeaud, c'est vraiment l'homme qui a cristallisé un petit peu la détestation a posteriori, tout simplement parce que c'est lui qui avait cristallisé la passion de son vivant. Il a été très très populaire à son époque. Bon, par exemple, la chanson La casquette du père Bugeaud, je suis sûr que certains ici la connaissent, elle date de cette époque. Pourquoi elle l'a rendu sympathique? Parce que c'est le père de ses soldats, quoi. C'est le brave homme qui est toujours proche de ses soldats, etc. Et donc il a été célèbre également par, c'est un phénomène que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelait les mariages au tambour. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et bien tout simplement, quand il avait certains de ses soldats qui étaient célibataires et qui acceptaient de devenir colons après leur service militaire, et ben, ils voulaient leur trouver des femmes. C'était une époque où il était hors de question pour les Français d'épouser les Algériennes, et même d'ailleurs pour les familles algériennes qui refusaient catégoriquement que des soldats français épousent leurs filles. Donc il a tout simplement, je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais c'est en tout cas dans le sud de la France, en tout cas, il a fait traverser une quarantaine de ses soldats
et il a demandé à une des municipalités, il faudra que je retrouve laquelle, de trouver 40 filles à marier. Alors c'était des filles qui étaient souvent soit des orphelines, soit des filles qui avaient une condition très modeste, à qui on donnait une dot. C'est l'État qui donnait une dot, Bugeaud avait plaidé pour ça. Donc finalement, elles étaient plutôt contentes. Et les hommes, évidemment, étaient toujours contents de trouver surtout des Provençales. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'imagerie bon pépère, en quelque sorte, de Bugeaud. Et Bugeaud a été, si ce n'est le plus cruel, en tout cas le plus permanent dans sa cruauté, on dira. Celui qui a le plus justifié, avec rage d'ailleurs, dès lors qu'on critiquait ses méthodes, qui a le plus justifié. Alors, quand Bugeaud est nommé gouverneur général en 1840, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est toujours facile de critiquer seulement les militaires, mais il ne faut jamais oublier les hommes d'État qui ont été à l'origine finalement des missions des militaires. Les militaires partent pas tout seuls avec leurs fusils pour accomplir une mission. Ils ont des ordres de leur gouvernement. Le gouvernement qui envoie Bugeaud en Algérie, donc je vous rappelle c'est sous Louis-Philippe, le Premier ministre s'appelle Adolphe Thiers, encore lui. C'est Thiers, l'homme de la commune, qui va donner la mission à Bugeaud. Et cette mission, tous les hommes politiques français savent en quoi elle va consister. Parce que Bugeaud, qui était député, avait présenté son programme d'une façon très détaillée. Il avait, en quelque sorte, il disait tous mes prédécesseurs, donc là on est en 40, il y a déjà 10 ans de conquête, et Bugeaud disait en quelque sorte tous mes prédécesseurs étaient des incapables, moi je vais vous montrer comment faire la guerre au peuple algérien. Et donc il avait décrit tout ce qu'il a fait. Il l'a décrit à l'avance, à la tribune de l'Assemblée. Ça, c'est dans mon bouquin, tous les textes, c'est facile à retrouver, c'est facile à prouver. Et donc, lorsque le gouvernement Adolphe Thiers l'envoie, il sait ce qui va se passer. Et donc, Bugeaud va être, donc, comme je l'ai dit, le plus criminel. J'ajoute qu'il va même, à un certain moment, être un des premiers, peut-être, à enfreindre le droit international, puisqu'il va faire rentrer son armée sur le territoire du Maroc, qui était indépendant à l'époque. La bataille d'Isly, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, il y a beaucoup de villes de France qui ont une rue d'Isly. La bataille d'Isly en 1844, c'est sur le territoire marocain, c'est contre l'armée marocaine, parce que l'armée marocaine, avant cet événement, avait soutenu Abdelkader, c'est aussi simple que ça. On va en reparler dans la discussion. Donc, bataille d'Isly, des milliers de soldats marocains, l'armée marocaine a été laminée en quelques dizaines, enfin pas quelques dizaines de minutes, mais quelques heures. Simultanément, là c'est pas Bugeaud, mais c'est la flotte, la ville de Tanger, la ville de Mogador, et ça vous verra aujourd'hui, ont été bombardées également. Donc ça c'est une violation totale du droit international, mais ça a permis à la France d'imposer au sultan marocain, Abdelrahman je crois, au sultan marocain de ne plus soutenir Abdelkader et donc en quelque sorte de programmer la défaite ultérieure d'Abdelkader. Je vous ai déjà dit plein de choses. Razzia, éradication. Alors, oui, juste une chose, il y a eu également des cas de destruction systématique de certains villages ou de certaines oasis. L'oasis de Zadcha en 1849 a été totalement rasée. Totalement, il y avait des fortifications, il y avait des remparts en terre, et qui ont opposé une très très grande résistance à l'armée française, et le siège a duré 4 mois quand même. Et lorsque enfin l'armée française a pu rentrer dans Zadcha, eh bien la ville a été totalement rasée, et les habitants ont tous été passés au fil de l'épée. Bon, là-dessus j'ai des citations nombreuses. Alors, je vais en venir à la vie des colons. J'ai encore un peu de temps. Oui. Avant d'en venir à la vie des colons, tout ce que je viens de vous dire peut paraître aujourd'hui
choses, en quelque sorte des procès d'intention. N'oubliez pas une chose, c'est que tous ces détails figurent déjà dans les textes de l'époque. Vous savez, des fois on dit, les gens qui ont une sensibilité anticolonialiste ont tendance un petit peu à faire de l'anachronisme, à dire oui, mais tout le monde pensait ça à l'époque. Non. La critique de ces choses-là a été très forte. Avant la critique, je vous parle des sources. Tous ces officiers ont écrit à leur famille. Bugeaud, Lamoricière, Cavignac, Montagnac, tous ces gens-là ont écrit à leur famille pour, en quelque sorte, se vanter de ce qu'ils faisaient. Les villages rasiés, les villages incendiés, les décapitations, tout ça, ça figure sous la plume des officiers de l'époque. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que toute cette correspondance, qui était une correspondance privée, s'écrivait à leur famille pour dire ce qu'ils faisaient, ça a été souvent publié sous forme de livres par la suite. Tout ça, c'est des choses qui sont faciles à vérifier. La presse de l'époque, pour moi, c'était une découverte totale. La presse sous la monarchie de Juillet était, semble-t-il, je ne vais pas dire plus libre, mais en tout cas donnait plus d'informations que la presse de l'époque de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais bon, certains d'entre vous, on se rappelle peut-être de la guerre d'Algérie, l'information était quand même... Le livre d'Henri Allègre, la question a été interdite, par exemple. Bon. Or, sous la monarchie de Juillet, la presse disait beaucoup de choses, tout en étant d'accord avec l'Algérie française, mais critiquait les méthodes. Et bon, certains d'entre vous utilisent peut-être le site Gallica. GA2LICA, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, il y a énormément de journaux qui sont numérisés, page par page, jour par jour. Le journal des débats est numérisé sur un siècle, page par page. Ça vous retrouve. Et c'est pas besoin d'être abonné. Hein. Vous tapez Gallica sur votre ordi et vous cherchez le journal des débats, par exemple, qui était le journal un peu de la bourgeoisie cultivée de l'époque. Tout ce que je viens de vous dire, ça figure dans la presse. Et donc, il y a eu, d'une part, les exactions, que je viens de dire, mais d'autre part, la protestation. Alors, je reviens aux enfumades du Dara. Les enfumades du Dara, donc, dont j'ai parlé, 1844, ça a été... 45. Attention, je suis filmé, donc je n'ai pas intérêt à vous tromper de les enfumades du Dara, le général Pélissier, donc, qui a été à l'origine de ça, a commis une erreur. Il avait dans son entourage un certain nombre d'émissaires ou d'observateurs, parmi lesquels un officier espagnol qui se trouvait être en même temps journaliste. Et ce journaliste espagnol a réussi à faire passer à son journal une description des enfumades du Dara, et par la suite, ça a été dans la presse entière, la presse européenne tout entière. Dans la presse française, il y a des protestations sous la plume de journalistes, et dans la bouche, par exemple, de Lamartine. Lamartine, qui était également un homme politique, qui était député, qui était très Algérie française, et qui était en même temps très opposé aux méthodes de l'armée française. Vous voyez, il y a des contradictions en histoire. Donc, les enfumades du Dara ont été vraiment connus des contemporains. Ça a été l'objet de discussions. Le duc ou comte de la Moscova, qui était le fils du maréchal Ney, était dans la chambre des pairs. La chambre des pairs, c'est la chambre des nobles, hein, c'était que des aristocrates. Donc, a priori, c'était les gens qui étaient toujours au moins conservateurs. Hein. Eh bien, dans la chambre des pairs, il y a eu des protestations donc du fils du maréchal Ney, qui a dénoncé ces méthodes comme absolument inhumaines. Donc vous voyez, le débat ne date pas d'aujourd'hui. Alors, la finalité de la colonisation, c'est pas la guerre. La finalité, c'est l'implantation, d'abord du drapeau, la domination politique, et puis également l'implantation de colons. Et donc ça, c'est la deuxième... Enfin, chronologiquement, c'est presque en même temps, mais enfin, c'est le deuxième grand aspect de la présence française en Algérie, c'est l'implantation de colons. Alors, les colons, l'idée, c'était ce que je viens de vous dire tout à l'heure, des gens qui étaient en situation d'échec social et qui pensaient pouvoir
trouver une solution à leurs problèmes sur une terre nouvelle. Donc il va y avoir beaucoup de colons qui vont partir vers l'Algérie. Première précision, les Français ont été minoritaires pendant très longtemps. La majorité des premiers colons étaient des Espagnols, des Italiens, des Maltais, des Allemands, des Suisses. Il y avait une colonisation de Suisse également. Deuxième précision, la première génération de colons, ce ne sont pas des exploiteurs. Il faut que les choses soient bien claires. Ce sont des pauvres gens qui partent là-bas, encore une fois, en croyant à trouver une solution à leurs problèmes, en croyant trouver une terre d'Eldorado en quelque sorte, et donc ils vont être extrêmement déçus. Mais ce ne sont pas des exploiteurs, ce sont vraiment des... Il y a une toute petite exploitation qu'on peut appeler, une toute petite colonisation qu'on peut appeler capitaliste, mais quelques parcelles, enfin quelques domaines. Mais pour l'essentiel, ce sont des pauvres herbes, des gens en situation d'échec, qui partent parfois 3 générations en même temps, hein, les parents, les grands-parents et les enfants, et qui arrivent sur ces terres. On leur a promis l'Eldorado et ils trouvent effectivement des terres qui certes sont riches, mais qui malgré tout qu'il faut mettre en valeur. Et d'autant plus qu'il y a comme une chose qui avait échappé, un petit détail entre guillemets, qui avait échappé aux dirigeants français, c'était le fait que ces terres avaient des propriétaires. Il y avait des cultivateurs algériens depuis toutes les générations qui étaient sur ces terres. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir en quelque sorte ce qu'on peut appeler quand même un jeu un peu hypocrite des autorités françaises, de dire, des autorités étatiques et des autorités locales, de dire aux Algériens, eh bien, vous cultivez cette terre, mais prouvez-nous quelle est votre propriété. Vous imaginez que l'Algérien de 1830, qui vit dans un gourbi c'est pas un gros mot, hein, c'est une maison en torchis, avec des morceaux de pierre, enfin de la paille éventuellement. Bon. Ils vivent dans un gourbi, ils n'ont pas un coffre-fort dans lequel ils vont mettre leur titre de propriété. Donc l'immense majorité des paysans algériens va être tout simplement spoliés. Avec le choix soit de partir vers le sud, chercher d'autres terres pour pouvoir survivre, soit de devenir ouvrier agricole, ou la troisième solution, la pire, c'est la mort par la famine, quoi. Donc, ou alors de devenir ouvrier agricole sur les terres qui étaient leur propriété auparavant. Donc, la notion de titre de propriété est une notion éminemment européenne. Il n'y avait pas forcément de titre de propriété partout. Mettez-vous à la place d'un cultivateur qui a une parcelle de terre. Toute la communauté villageoise sait que cette parcelle de terre lui appartient. Ses grands-parents ils travaillaient à la terre, ses parents, ses aïeux, etc. Donc il n'a pas besoin de le prouver. Il sait exactement où s'arrête sa parcelle de terre, où commence celle de son voisin. Et bon, donc effectivement, cette logique a échappé aux Français. Donc, il y a vraiment un double aspect dans le phénomène colon. C'est d'une part, encore une fois, ce ne sont pas des exploiteurs, mais ce sont également des gens qui bénéficient d'une injustice faite aux Européens. Aux Algériens. Alors, voilà. Donc, finalement, dernier aspect, avant d'arriver à la conclusion, dernier aspect, je reviens à l'armée française. Je vous ai parlé beaucoup des officiers, je ne vous ai pas suffisamment parlé des hommes de troupe. Je consacre un chapitre entier aux hommes de troupe. Le comportement des officiers, qui étaient tous des aristocrates, qui étaient tous des gens de l'élite sociale, qui avaient un infini mépris pour le petit peuple, ils ont considéré véritablement leurs soldats comme de la piétaille, leur infligeant vraiment des conditions de vie absolument abominables. Il y a même eu des protestations du duc d'Orléans, par exemple, qui était le fils de Louis-Philippe, qui est mort avant la fin de la conquête. Mais le duc d'Orléans avait sillonné l'Algérie, il était revenu effrayé, par exemple, des conditions d'hygiène dans lesquelles on laissait vivre
les soldats, une mortalité très importante. Il y a des chiffres il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts de l'armée française. Très peu dans les combats, parce que l'armée, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'armée d'Abdelkader les harcelait seulement, mais il y avait rarement des morts en masse, mais beaucoup par maladie. Le choléra, par exemple. Le choléra était une maladie inconnue en terre d'Afrique. Elle était importée à leur corps défendant par des colons espagnols en 1832, 33, 34. Donc, à partir de ce moment-là, vous imaginez le choléra qui arrive dans une population qui n'est absolument pas préparée à ça. Et de toute façon, je ne sais plus la date, s'il y a des médecins dans la salle, ils le diront, mais les soins pour le choléra ou le vaccin, je ne sais pas, ont été inventés 50 ou 60 ans plus tard. Donc, on ne guérissait pas du choléra à l'époque. Et donc, les soldats, les civils et les Algériens sont morts en masse du choléra. Donc voilà, c'est en quelque sorte cette conquête de l'Algérie, j'ai l'impression qu'on peut considérer qu'elle a été une catastrophe humaine pour l'immense majorité des acteurs, pas pour les bénéficiaires, ceux qui ont commencé à tirer les premiers profits de la conquête de l'Algérie, pas pour les officiers qui ont récolté des galons à foison. Mais par contre, pour les Algériens d'abord, je vais vous donner un chiffre tout de suite après, donc pour les colons eux-mêmes qui sont morts dans des conditions absolument détestables également, et puis pour les soldats français. Donc finalement, cette conquête de l'Algérie, qui donc se termine, je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté en 52, cette conquête de l'Algérie, elle a fait essentiellement des victimes. Alors, la population algérienne, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 4 millions en 1830. Très difficile d'avoir des chiffres, il n'y avait pas de recensement. Même en France, il n'y avait pas de recensement, très peu au XIXe siècle. Donc, la grande majorité des Algériens qui sont morts sont morts donc soit des maladies, soit de famine, et un certain nombre, bien sûr, lors des combats. Mais c'est une stricte minorité qui est partie au moment des combats. C'est les cavaliers d'Abdelkader, les cavaliers du Béhamel, ou quelques francs-tireurs qui avaient voulu faire des résistances locales. Donc ceux-là effectivement, sont morts les armes à la main. Mais l'immense majorité des autres sont morts donc, de ce que je viens de vous dire. 4 millions d'Algériens en 1830, de l'ordre de 500 000 morts pour la période que j'ai étudiée. 500 000 morts, donc c'est facile à calculer, ça fait 12-13%. C'est un phénomène qui est rarement connu en histoire. Hein. Si vous regardez la Première Guerre mondiale pour les soldats français, ou les soldats allemands d'ailleurs, c'est des statistiques beaucoup plus bas, c'est 3-4%, ce qui est énorme. Mais c'était une guerre de front, donc c'est difficile de comparer. Mais en tout cas, dans la population civile, c'était un véritable cataclysme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, juste pour conclure peut-être sur l'actualité. Bon, vous avez entendu parler forcément des discussions, des polémiques qui ont lieu autour de ce qu'a dit Jean-Michel Apathy, par exemple, à la télévision. Bon, moi, mon livre est paru avant, hein, donc il est paru en octobre dernier, et Apathy, c'était le mois dernier. Mais moi, ça ne m'a pas du tout surpris. Hein. Ces choses-là sont connues d'abord des contemporains. Hein, je vous ai cité par exemple la polémique. Nous attendrons vos questions. Voilà, merci de toutes ces informations, c'était très enrichissant. Abdelkader, il devient quoi? Il s'est rallié à la France, dans quelles conditions, etc. On en parle beaucoup.
Oui. Comme vous. Oui. Alors, en fait, Abdelkader a eu deux grandes périodes dans sa vie. Donc effectivement la période de la résistance, et lorsqu'il s'est rendu finalement, il s'est rendu les armes à la main, dans l'honneur, en décembre 1847. Pourquoi s'est-il rendu? Tout simplement parce que sa guerre de guérilla avait atteint ses limites en quelque sorte. Je vous rappelle la prise de la Smala d'Abdelkader en 1843 par le duc d'Aumale. Abdelkader n'était pas présent d'ailleurs au moment de la prise de la Smala, mais bon, bien sûr, la Smala c'était une sorte de capitale ambulante. Hein. C'était immense, hein. Il y avait plusieurs milliers de personnes. Hein. Il y avait des combattants, il y avait les familles, il y avait les trois générations. Bon. Donc la Smala d'Abdelkader a été prise, donc 1843, c'était déjà un net affaiblissement de ses forces. Et puis donc il avait quand même comme technique de se rabattre régulièrement à chaque fois qu'il s'apercevait que l'armée française, une colonne importante arrivait. Il se réfugiait au Maroc. D'abord il y trouvait des vivres, il bénéficiait de trafic d'armes. Nos amis anglais ont abondamment pourvu Abdelkader en armes, ce qui était de bonne guerre. Hein. Donc il avait réussi à tenir. Et puis lorsque effectivement il y a eu la bataille d'Isli et la prise de Tanger et d'Essaouira au Mogador dont je vous ai parlé, le sultan du Maroc a été obligé de rompre son alliance. C'était une alliance de fait, hein. C'est pas une alliance dans le droit international, mais c'était une alliance de fait. Il a été obligé de rompre cette alliance et donc d'accepter les conditions draconiennes des Français. Et à partir de ce moment-là, Abdelkader était de plus en plus isolé. Donc à un certain moment, il s'est dit c'est pas la peine de continuer à faire perdre des vies humaines, d'autant plus que sa famille était avec lui. Abdelkader a gardé sa mère, par exemple, avec lui pratiquement jusqu'au décès de sa maman en France. Donc à un certain moment, il a pris contact avec les émissaires français, il a pris contact avec le général Lamoricière et avec le duc d'Aumale, qui était le second fils de Louis-Philippe, en disant est-ce que si je donne ma parole d'honneur, que je cesse le combat et que ensuite je n'essaierai pas d'intervenir dans la lutte armée d'autres Algériens, est-ce que vous me faites la promesse que je finirai mes jours en terre d'islam? C'est un homme très pieux, hein. Il lisait, semble-t-il, il connaissait le Coran pratiquement par cœur. Et donc, le duc d'Aumale a donné la parole de la France, le fils du roi a donné la parole de la France, mais on est en décembre 47. Est-ce que vous vous souvenez qu'en février 48, il y a une certaine révolution en France? Février 48, c'est la Seconde République. Et la parole qui avait été donnée par la monarchie n'a pas été tenue par la République. Voilà, c'est pas à la gloire de la République, mais c'est comme ça. Donc lorsque Abdelkader s'est rendu, donc je crois que c'était le jour de Noël, 25 décembre 47, quand il est embarqué sur son bateau, il pensait partir vers une terre ottomane, donc une terre d'islam. Et finalement, son bateau, avec sa suite, avec sa famille, avec sa femme, ses femmes d'ailleurs, il avait plusieurs femmes, et sa maman, enfin sa suite, ils sont arrivés à Toulon. Ils sont arrivés au fort la Merci, oui. La Malle. Oui, le Parisien affiche mal. Bon, donc il a vraiment connu des conditions de vie extrêmement pénibles. Et finalement, la République l'a envoyé au château de Pau et ensuite au château d'Amboise, où il a passé l'essentiel de son... Alors, il n'a pas été torturé, il n'a pas été martyrisé, il était en prison, enfin, il était dans une prison dorée. Pour ceux qui connaissent le château d'Amboise, c'est une prison dorée. Mais c'était quand même, la France a quand même trahi sa parole. Et finalement, il y a eu quand même des protestations, on trouve dans la presse, on trouve chez un certain nombre d'hommes politiques quand même dire on a trahi notre parole et l'honneur de la France est engagé. Et finalement, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a rendu visite à Abdelkader à Amboise et lui a dit eh bien, c'est moi qui vais tenir il était président. Hein. Je vous rappelle que Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République donc je ne
je ne sais plus quel mois de 48, et ensuite il est devenu empereur avec le coup d'État de 51. Donc là on est entre les deux, on est encore président, mais il sait déjà qu'il va faire son coup d'État, donc il a déjà les pleins pouvoirs, et donc il tient la parole de la France. Abdelkader revient à Paris pour il va être d'ailleurs une sorte de vedette du tout Paris pendant un moment. On va l'emmener à l'opéra, on va l'emmener au château de Versailles, enfin voilà, ce genre de choses que... Et puis finalement, il va repartir en terre d'islam. Lui tiendra sa parole, c'est-à-dire qu'il n'interviendra plus dans la vie politique française, et certains, effectivement, aujourd'hui encore en Algérie, le lui reprochent en disant, finalement, il aurait dû continuer la lutte, alors qu'il était quand même, la deuxième partie de sa vie, il a quand même été dans une relative aisance, et il y a un épisode, il y a 2 épisodes célèbres, ce qui prouve quand même qu'il était assez bien vu par les Français à partir de ce moment-là. C'est le moment où il a défendu, je crois en 1866, à Damas, il y a eu des pogroms anti-chrétiens. Et donc Abdelkader s'est interposé, il a un énorme prestige, il était très connu dans le monde musulman, il s'est interposé, il a sauvé des vies de chrétiens. Et donc la deuxième chose qui montre qu'il était très, très connu, c'est qu'il était présent à l'inauguration du canal de Suez. C'est donc, je vous rappelle, Ferdinand de Lesseps, œuvre française, puis après, là aussi reprise par nos amis britanniques. Il était présent à l'inauguration avec la princesse Eugénie, enfin l'impératrice Eugénie, qui était la femme de Napoléon III, et puis d'autres personnalités. Et donc, certains disent que la deuxième partie de sa vie a un petit peu entaché sa réputation parce qu'il aurait été soumis... Et ses défenseurs disent qu'il a respecté sa parole et que pour un homme pieux respecter sa parole, c'était plus important que le reste. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour ces développements qui nous permettent de comprendre la violence de la colonisation française en Algérie. C'était assez stimulant pour bien comprendre ce qui se passe. Je voudrais venir avec vous, si vous avez vu l'occasion de vos travaux de recherche, d'avoir des éléments sur l'hypothèse peut-être de procès ou en tout cas de procédure qui aurait pu être intentée contre certains généraux, puisque vous avez dit tout à l'heure que Lamartine, qui était député, a vulgarisé et ainsi que d'autres ces événements sanglants. Et je voulais savoir si dans vos travaux de recherche vous aviez pu constater l'hypothèse de procès ou en tout cas de stigmatisation des officiers français dans le cadre de ces techniques de colonisation qu'on qualifiera pudiquement de violentes. Merci. Bien, vous voulez dire au moment des faits, enfin tout de suite après, non. Non, ce n'était pas du tout dans l'esprit du temps. L'idée de dénoncer les crimes de guerre, alors il y a eu des dénonciations politiques ou journalistiques, mais l'idée de faire des procès à ces gens-là, d'abord parce qu'ils étaient très forts. Et n'oubliez pas une chose, c'est que tous ces généraux, lorsqu'ils qui avaient fait la main en quelque sorte, d'abord sur certains, les Haïtiens, d'autres sur les Algériens, tous ces généraux étaient également des gens extrêmement réactionnaires qui avaient une haine farouche du peuple. Bugeaud, c'est une chose qui est peu connue, il a écrit un livre à la fin de sa vie, donc il quitte le gouvernement général d'Algérie en fin 47, et il va mourir en 49, il va mourir du choléra d'ailleurs, qu'il n'avait pas attrapé en Algérie, mais qui était également en France. Il a écrit à la fin de sa vie un livre qui s'appelle « Le manuel de la guerre des rues ». C'est quoi la guerre des rues? C'est la lutte contre les populations ouvrières qui se révoltaient. Il était férocement anti-rouge. Il y a des formules que les plus anti-rouges d'aujourd'hui, j'allais dire ferait rougir, non, mais serait effrayé. Il a vraiment une haine de la populace. Et d'ailleurs, il y a des choses très, très, très drôles. Là aussi, Victor Hugo dit, je crois que c'était dans la... vous savez, quand il y a eu le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1951, il y a eu une révolte, enfin, une résistance ouvrière dans les rues de Paris qui a vite été combattue. Et Victor Hugo dit que certains officiers français, à propos des ouvriers parisiens, disaient « tirer sur les Bédouins ». Les Bédouins, c'est les Arabes. Donc vous voyez, une sorte
une sorte de confusion, pas de confusion, mais d'assimilation des ouvriers en grève. Donc, pour répondre à votre question, non, les généraux de la conquête, mais j'ajoute que les généraux de la Deuxième Guerre d'Algérie n'ont jamais eu sont jamais passés en procès non plus. Hein. Bon, bah, un certain nombre d'entre eux ont été quand même assez... Bon, c'est pas le sujet ce soir, mais il y a un certain nombre de preuves sur la pratique de la torture qui aurait valu au moins une accusation de crime contre l'humanité. Oui, bonsoir monsieur. Merci pour ces informations que vous avez données. Je voulais d'abord confirmer la spoliation dont vous avez parlé en Algérie. Cette spoliation a continué pour le protectorat tunisien, 50 ans après, dont mon grand-père était spolié de 35 hectares, donc il n'avait pas de titre de propriété à l'État tunisien. C'est-à-dire que ça a continué bien après. Ah oui, bien sûr. Oui, et autre chose, j'ai vu une interview de vous où vous parlez d'un colonel qui a assisté. Oui. Des témoignages. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce qui est raconté exactement? Merci beaucoup. Alors, pour ce que vous dites sur la Tunisie, ben c'est une pratique qui a été généralisée. Hein. Colonisation, ça a deux sens. Hein. Domination du drapeau et accaparement des terres. Donc, on n'a pas... Il n'y a pas d'exemple où on aurait colonisé un pays uniquement pour le plaisir de coloniser. C'était pour accaparer des terres, c'était quand même la richesse principale à ce moment-là. Donc en Tunisie, ça a été fait, au Maroc, ça a été fait, au Vietnam, ça a été fait, en Nouvelle-Calédonie, encore les séquelles aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un phénomène assez fréquent. Votre deuxième question, j'ai oublié. Le colonel. Ah oui. Oui, alors en fait... C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va revenir. Voilà. En fait, il y a eu plusieurs officiers qui ont écrit à leur famille. Alors, ce dont j'ai dû parler, c'est peut-être les lettres de Montagnac. C'est à ça que vous pensez, hein. Alors, Montagnac n'a pas participé aux enfumades, en tout cas directement, mais il a écrit effectivement, je crois, à son neveu, un certain nombre de choses. Lui était partisan de l'extermination. J'ai dit tout à l'heure que l'extermination n'était pas un mode dominant de pensée à l'époque. Ça n'a jamais été en colonisation. Moi, lorsqu'on m'interroge sur le terme génocide, par exemple, la colonisation n'a pas été un génocide. La colonisation il y a eu une multiplication de crimes de guerre, de spoliation, de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu d'extermination déterminée, comparable à la Shoah. Ça, c'est-à-dire, des fois, des gens on va dire d'extrême gauche me reprochent ce discours, mais je veux dire, c'est l'évidence même. Donc Montagnac a écrit, lui, il a écrit des formules absolument abominables, qui sont dans mon bouquin, mais je ne vais pas les rechercher maintenant, sur le thème exterminer les Arabes, envoyez-les dans les îles du Pacifique, et ceux qui résisteront, exterminez-les jusqu'à ce qu'ils rampent comme des chiens à nos... Ils n'emploient le mot chien à nos pieds. Donc, c'était une chose assez fréquente hein, dans le discours. J'ai cité les lettres de la Mauricière, les lettres de Montagnac, les lettres de Bugeaud, les lettres de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud, il écrivait à sa famille qu'il trouvait que c'était un spectacle magnifique au moment de la tombée du jour, quand il voyait dans les collines des villages entiers qui brûlaient, en particulier au moment de la conquête de la Kabylie. Donc voilà, toutes ces choses-là sont sous la plume des officiers de l'époque. Merci beaucoup. C'est pas une question que c'est un truc qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Et j'ai écrit à la ville de Toulon. Vous savez qu'à Toulon, il y a quand même l'avenue du général Bugeaud. Ne l'oubliez pas, messieurs dames. À l'époque où on parle de l'abbé Pierre qu'il faut enlever les noms, etc., il y a à Toulon l'avenue du général Bugeaud. Je pense que moi j'ai écrit, et je ne veux pas me mettre... je ne suis pas Jeanne d'Arc, hein,
écrivez aussi à la mairie pour changer ce putain de nom. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. La ville de Paris a supprimé l'avenue Bugeaud. Oui. Mais d'autres l'ont pas fait. À Périgueux, par exemple, il y a une statue de Bugeaud, il était du Périgord. Il y a une statue de Bugeaud, et la municipalité, qui pourtant est passée à gauche, et c'est une maire écologiste, a décidé de ne pas la détruire, mais de faire une notice explicative. Moi, c'est ma thèse. Je propose qu'à chaque fois... Alors, il y a des cas, et Bugeaud, je ne vais pas vous contredire, à Paris, moi, j'étais content qu'on débaptisé. Mais bon, à Paris, si on commence à débaptiser tous les noms de sabreurs, c'est affolant. Deux petites remarques. La première concernant Abdelkader, qui se comparait au moustique qui attaque le lion. Vous avez cité La Fontaine en pensant qu'Abdelkader avait lu La Fontaine. Ce serait plutôt l'inverse, parce que La Fontaine a tiré ses fables des autres, mais en passant souvent par des contes en arabe qui ont été transmis à la civilisation occidentale et qui étaient, il y en a un qui s'appelle Le moustique et le lion. Donc ça c'est un point de détail. Maintenant, en ce qui concerne votre affirmation ou doute concernant le procès d'officiers français de la dernière guerre d'Algérie, qui n'a jamais eu lieu, je peux vous citer un cas où un officier est passé au tribunal militaire d'Alger. Il s'agissait du capitaine Mehdi, qui a été responsable du massacre d'un village, le village de Cavaignac, auquel j'ai assisté. À ce procès, je suis allé témoigner, et je ne sais pas quel a été le résultat du procès. J'imagine qu'il a été acquitté, mais il y a au moins eu un procès. Ça, vous me l'apprenez, mais... Enfin, il y a un autre officier qui a eu un procès. Il y a eu un autre officier, c'est le général de Bollardière. Oui. Le général de Bollardière a été le seul officier général à dénoncer la torture, et c'est le seul qui a eu droit aux arrêts de rigueur, parce qu'il avait soi-disant trahi l'armée française. Et bon, c'était au contraire l'honneur de l'armée française. La richesse et l'ouverture toujours, et c'est le lot du cercle méditerranéen des libertés. Juste une petite question. Vous avez dit, si j'ai bien retenu, vous avez dit fin de la première guerre d'Algérie en 1852. Vous pouvez m'expliquer en quoi? Ou est-ce que j'ai bien compris? Vous aviez 1800, fin de la guerre, 1800, première guerre, bien sûr. Alors, en fait, c'est moi qui me suis mal exprimé. Pourquoi j'ai choisi 52? D'abord parce que l'éditeur, je ne sais pas s'il est cardiaque, mais si j'avais été jusqu'à la fin du 19e siècle, il y aurait eu 2000 pages, donc... non. Pourquoi je me suis arrêté en 5? Alors, bon, la date de départ, elle est facile, c'est 1830, hein, même s'il y a eu les antécédents dont j'ai parlé. 1852, c'est deux phénomènes importants. C'est le moment où Abdelkader, qui vient de passer au mépris de la parole française, qui vient de passer 5 ans ou 4 ans en France, quitte définitivement la France. Donc, ça ne veut pas dire que la résistance est arrêtée. Et le Bey Ahmed s'est rendu également au printemps 48. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la première guerre d'Algérie, mais c'est un moment, effectivement, où la résistance est décapitée. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que 52, c'est le début du Second Empire, et que, d'abord, il y a une historienne à qui je rends hommage, qui est décédée depuis quelques années, qui s'appelle Annie Rey-Goldzeiger, qui a fait un livre sur le royaume arabe, donc le moment de Napoléon III en Algérie, et donc son livre est déjà parfait. Donc moi je me suis arrêté en 52, mais j'ajoute tout de suite que, en fait, la résistance algérienne ne s'est jamais arrêtée. La résistance algérienne ne s'est jamais arrêtée. Elle a pris des formes différentes. Il y a eu une grande révolte qu'on appelait la révolte kabyle de 1871, hein, c'était les frères Mokrani qui ont été ensuite d'ailleurs déportés en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, il y a eu la résistance politique. Dans l'entre-deux-guerres, la fondation de l'Étoile nord-africaine,
1926, c'est un moment où le mouvement politique indépendantiste algérien se structure. Entre parenthèses, c'est dans l'immigration algérienne que le mouvement d'indépendance redémarre en quelque sorte. Pourquoi dans l'immigration algérienne? Tout simplement parce qu'en Algérie, les indigènes n'allaient absolument pas voir au chapitre, quoi. Donc il n'y avait absolument pas la possibilité de s'exprimer. La répression était très forte, il y avait beaucoup de gens en prison. En France, il y avait quand même possibilité, bon, ça n'a pas empêché les Saliades, parfois en prison lui aussi. Mais, et puis après, les massacres du Constantinople en mai 45, Kateb Yassine, c'est le grand poète algérien du XXe siècle, a dit que la guerre d'Algérie, donc la seconde guerre d'Algérie, a commencé le 8 mai 45 à Sétif. À partir du moment où les Algériens se sont aperçus que l'expression uniquement politique était impossible, et l'idée qui a germé, c'est la lutte armée. Puis il y a autre chose que j'aime toujours dire, ne jamais oublier qu'avant la guerre d'Algérie, enfin la seconde, il y a eu la guerre d'Indochine. Et la guerre d'Indochine, ça a été un moment très important. La proclamation d'indépendance par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945, c'était un coup de tonnerre dans le monde colonial. En France, c'est passé inaperçu. C'était un coup de tonnerre. Et après la résistance vietnamienne et la défaite française de Dien Bien Phu, c'était une chose absolument phénoménale. On a des témoignages de plusieurs Français qui, eux, étaient furieux, qui disent que dans les villes algériennes, des gens ont commencé à danser au moment quand ils ont appris la défaite française de Dien Bien Phu. Donc, en Tunisie, pareil. En Tunisie, il y a une collègue qui a découvert une chose. On a servi, en mai 54, donc au moment de Dien Bien Phu, on a servi un tagine Dien Bien Phu. J'invente rien. Au Maroc, le député Christian Fouché, qui était un député gaulliste, a protesté parce que les Français du Maroc recevaient des petits cercueils sur lesquels était marqué Dien Bien Phu. Donc c'est très important pour l'histoire. Les Algériens le disent. Les Algériens le disent que la guerre d'Indochine a entrouvert une porte et eux ils sont engouffrés. Bonsoir et merci. Tout à l'heure, au début de votre intervention, vous avez rappelé l'histoire de la dette qu'avait la France à l'égard d'Alger, en particulier sur fourniture de blé ou des choses comme ça chez Bonne Marque. Vous pourriez un peu expliciter d'où ça vient? Lorsque la République française a amené des guerres en Europe, les guerres de défense dans un premier temps, et ensuite le Premier Empire, les armées françaises avaient besoin de beaucoup de nourriture et elles ont acheté, justement sans payer, des milliers de quintaux de blé à l'Algérie, ce qui, entre parenthèses, écoutez, là, je ne vais pas faire de polémique ce soir, mais écoutez ce que dit Zemmour, par exemple. Quand Zemmour dit avant la France, l'Algérie c'est un cloaque. Ces milliers de quintaux, ils étaient bien cultivés par les Algériens, ils ont été vendus à la France. Donc l'Algérie était un pays où il y avait des poches de misère épouvantables, évidemment, mais c'était un pays relativement prospère et qui avait une économie, qui avait un fonctionnement. Et donc, oui, c'est le fait que ces dettes n'aient jamais été honorées. Donc là, on est au début du 19e siècle, enfin fin 18e, début 19e, et puis l'incident du chasse-mouche, c'est 1830. Donc pendant 30 ans, la régence d'Alger a demandé à ce que... Alors il y a des histoires compliquées d'argent qui a été détourné, mais je ne rentre pas là-dedans, puis d'abord je ne comprends pas tous les mécanismes. En tout cas la dette existait et elle n'a jamais été payée par la France. Oui, merci. J'ai lu un roman, Attaquer la Terre et le Soleil, qui a fait polémique. Apparemment, certains disent que c'est exagéré, mais en vous entendant, j'ai l'impression que c'est la réalité de cet début de colonisation. Oui, Mathieu Bellisi, c'est ça. Oui. D'ailleurs, la sortie de mon bouquin, il a trouvé mon adresse mail, il m'a écrit, et depuis on est en correspondance. C'est assez... Et il a d'ailleurs fait un article dans Le Monde récemment pour confirmer tout ce qu'il avait écrit et tout ce que j'ai écrit également là-dessus. Vous savez,
je vais faire juste un aparté rapide, sans faire de polémique, l'histoire d'Oradour. Bon, moi franchement, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça parce que choquer le public d'emblée, c'est après l'empêcher d'écouter. Et donc, les Français, à juste titre, très attachés au symbole d'Oradour. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui sont démontrées depuis tellement longtemps. Et j'ajoute que le mot, j'avais pris des notes, hein, le mot Oradour a été utilisé à plusieurs reprises, bien avant Apathy. Si on regardait là aussi sur Gallica, le journal Franc-Tireur, qui était un journal de la centre-gauche, disons, d'après la Libération. Il y avait un journaliste qui s'appelait Georges Altman, qui était un grand résistant, fondateur du mouvement Franc-Tireur. Après, le mouvement a donné son nom au journal. Il écrit en décembre 1945, à propos de l'Indochine, il dit il proteste contre les exactions, en décembre 1945, et nous ne devons pas faire en Indochine des nouveaux Oradours. Il emploie le mot, décembre 1945. Hubert Bovmery, directeur du Monde, Le Monde, 13 mars 1957, les Français doivent savoir qu'ils n'ont plus le droit de condamner dans les mêmes termes qu'il y a 10 ans les destructeurs d'Oradour et les tortionnaires de la Gestapo. Robert Merle, natif d'Algérie, hein, donc c'est un pied noir, par ailleurs un homme extrêmement progressiste, très bon romancier. Robert Merle écrit dans le journal Libération, qui n'était pas le journal Libération d'aujourd'hui, le journal qu'on appelait celui d'Acier de la Vigerie, hein, qui était un journal, disons, de la gauche affirmée. Robert Merle écrit, alors il dénonce, pour un Européen tué en fusil 10 souverains arabes, sans jugement. L'opinion mondiale, citation, l'opinion mondiale est en droit de craindre des Oradours en Algérie et que nous nous dirigions vers une guerre d'extermination raciale. Il écrit ça en septembre 1955, même pas un an après le début de la guerre d'Algérie. Donc vous voyez, ces choses-là, il n'y a pas lieu de lever les bras au ciel, de dire comment nos petits soldats français ne pouvaient pas faire ça. Ben si, en tout cas sous les ordres de leurs officiers. Bonsoir et merci. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment s'est organisée la répartition des terres pour les colons? Est-ce que ça s'est organisé? Est-ce que qui décidait de qui prenait quoi? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, il y a eu pour la période que j'étudie, hein, après il y en a eu d'autres. Après, la grande colonisation s'est mise en place. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai dit que la première génération de colons étaient des pauvres bougres, c'est vrai. Après, il y a eu la grande, en particulier avec la viticulture, hein, il y a eu des domaines immenses de plusieurs centaines d'hectares de vignes avec des gens très très riches. Mais bon, la période que j'ai étudiée, il y a eu deux périodes, deux sous-périodes. La première, c'est ce qu'on peut appeler une colonisation anarchique en quelque sorte, un petit peu spontanée, quoi. C'est-à-dire que des gens allaient sur les bateaux. Certains payaient leur voyage, certains s'arrangeaient, je ne sais pas comment ça se passait exactement, allaient sur les bateaux, arrivaient à Alger et partaient, demandaient là où il y avait des terres libres, ils s'installaient. C'était aussi simple que ça, puisqu'il n'y avait pas de titre de propriété en face, donc ils s'installaient, ils disaient bah, désormais cette terre est la mienne. Et cette colonisation-là, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à les 15 premières années, c'était une colonisation qui était à majorité non française. Et à un certain moment, donc ça c'est la Seconde République, en 1948, qui a dit il faut mettre fin à ça, il faut absolument que la colonisation devienne majoritairement française. Et donc, vous avez peut-être déjà vu des images sur ce qu'on appelait les colons de 48 qui partaient dans les bateaux. Les bateaux partaient de Paris. Le premier bateau est parti de Bercy, sur les bords de la Seine. Donc après, ils descendaient, il y avait des canaux, il y avait des moments en chemin de fer également. Ils allaient donc, je ne sais pas si c'est Marseille ou Toulon, là, désolé. En tout cas, ils allaient jusqu'à la Méditerranée. Et ensuite, ils allaient en Algérie. Tout était gratuit. L'État français a décidé d'investir massivement dans la colonisation humaine, donc d'envoyer des vagues de colons vers les terres soi-disant libres. Et donc là, il y a eu à partir de ce moment-là, effectivement, une colonisation française plus importante, mais avec toujours la même misère.
Les premiers colons, les colons français qui sont arrivés en 1948 ont été victimes d'une propagande absolument mensongère et même scandaleuse, puisque certes, on a des témoignages que je cite ici de colons qui sont arrivés, on leur avait promis des semences, il n'y en avait pas, on leur avait promis au moins une tête de bétail, il n'y en avait pas, des instruments aratoires, il n'y en avait pas, parfois il n'y avait pas de maison. Il y a des témoignages des premiers colons qui sont réfugiés dans les grottes. Sans compter évidemment que les maladies, sans compter le climat, et sans compter qu'encore une fois, il y a des familles qui arrivaient avec un enfant de 2-3 ans avec eux, quoi. Et des vieillards. Vas-y, dernière question. Moi, je voudrais noter quelques réflexions. D'abord, à Toulon, on a réfléchi depuis longtemps sur Abdelkader, puisque la Ligue des droits de l'homme, dans les années 2003, 2015, 2005, avait travaillé sur ce thème-là. Et on avait fait une exposition à la médiathèque du Pont du Las. C'était en fait après le passage du Front National à Toulon. Cette exposition, elle a été exposée à Marseille l'an dernier, agrandie lors d'un congrès de la Ligue des droits de l'homme à Marseille. Et si parmi vous des associations sont intéressées par l'expo, l'exemplaire de Toulon est à votre disposition. Il y avait 14 panneaux avec des objets venant de l'Algérie et exposés, qui venaient du musée de la Marine de Toulon. La deuxième remarque, c'est le monument à l'Algérie française à Toulon, porte d'Italie. C'est un monument qui a été construit dans les années, je ne sais plus quelle année, mais la Ligue des droits de l'homme n'a jamais obtenu de la mairie une plaque qui explique pourquoi ce monument à l'Algérie française. Encore aujourd'hui, vous avez des gosses qui jouent devant et qui disent mais pourquoi l'Algérie française? L'Algérie, elle est plus française, elle est algérienne. Voilà. On n'a jamais obtenu la plaque qui explique ça. Troisième remarque, Madame de Bollarguère est venue à Toulon sur l'invitation de la Ligue des droits de l'homme. Elle avait participé à un débat à l'époque, je ne sais plus où, et au cinéma Le Royal, un film avait été projeté sur son mari, le général de Bollarguère, et sur la torture. Et ça a été passé au Royal. Et enfin, il y a eu beaucoup de choses sur l'Algérie de l'époque, de celle de 1830, 40, 50. C'est une magnifique exposition qui avait eu lieu au Mucem. C'était une exposition magnifique, troublante, avec des cartes. Les affiches qui appelaient les Français célibataires, pauvres, à s'installer. Ces affiches-là, moi je m'en souviens, et il y avait eu un bouquin qui s'appelait... je ne sais plus. Enfin voilà, je voulais vous dire ça. Juste une dernière information. Juste une dernière information pour ceux que ça intéresse. Je co-anime avec des collègues historiens un site qui s'appelle histoirecoloniale.net, histoirecoloniale.net. Et donc voilà, je vous invite à le consulter. Ça nous fera un grand bien, y compris pour nos travaux. Non, parce que là, on a dépassé l'heure pour la fermeture de l'université. Prochaine conférence le 28 avril, il portera sur la littérature et l'imaginaire, et c'est Myriam Vaté-Delmotte qui la fera. Je vous souhaite une bonne soirée.